Oui, d'abord, j'ai dit Donald Burton sur Mao. C'était vraiment merci de m'en avoir parlé. Yeah. Yeah. Ouais. Je veux simplement dire quelques mots à ce sujet. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion autour de la révolution culturelle. La révolution culturelle a été une grosse erreur du point de vue de Mao, mais au fil des années, j'ai fini par comprendre pourquoi il l'a lancée. L'Occident a tendance à le présenter comme un fou, comme s'il voulait jeter tous les intellectuels en prison, semer le chaos et faire du mal aux gens. Je ne pense pas que ce soit ce qu'il voulait. Je pense à l'époque, il faut comprendre qu'il faisait face à de nombreux défis. C'était le moment où à la fois l'Union soviétique et les États-Unis étaient opposés à la Chine. That's right. Et le parti nationaliste, dirigé par Chiang Kai-shek, a laissé derrière lui de nombreux espions et opérations secrètes. Vous savez, beaucoup de choses qui restaient très instables. Ils ont même mené des assassinats de hauts responsables chinois, dont certains ont réussi. Ils ont tenté d'assassiner Zhou Enlai, par exemple. Ils ont échoué sur ce point, mais malgré tout, d'autres personnes ont été blessées ou même tuées. C'était donc une période très difficile pour lui. Je pense qu'il est en paradiaque parce qu'il y a tant de défis et tant de dangers partout. Et Yes. Oui. Et donc, pour lui, il était important d'avoir une sorte d'opération propre en Chine afin de s'assurer que l'environnement soit sûr. Mais finalement, je pense qu'il a perdu le contrôle et que cela est devenu chaotique. Je pense que c'est ce qui s'est passé. He did lose control, and I was told. Il a effectivement perdu le contrôle. Et on m'a dit il y a longtemps, par un journaliste occidental très à gauche, qui se trouvait sur la place Tiananmen lors d'un des grands rassemblements et qui était très proche de Mao, qu'il avait eu le sentiment que Mao était absolument, profondément bouleversé par la tournure incontrôlable des événements. Il y a quelques points que je voudrais évoquer brièvement. Tout d'abord, l'idée que Mao Zedong était anti-intellectuel est absurde, étant donné que Mao était lui-même un intellectuel jusqu'au bout des doigts. Comme vous le savez bien mieux que moi, il était poète, un calligraphe remarquable. Même moi, j'ai pu constater à quel point sa calligraphie était exceptionnelle. C'était un homme qui connaissait incroyablement bien l'histoire chinoise. L'idée que cet homme ait pu être hostile à la littérature et à la culture, hostile à la culture chinoise, est tout simplement absurde. Antagonistic to China's culture is absurd. And I know that there is a lot of criticism. Et je sais qu'il y a beaucoup de critiques à son égard. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de critiques à propos de, comment s'appelait-il déjà, Kang Sheng, ou quel que soit son nom, qui était lui aussi une figure importante à l'époque. Et peut-être que ces critiques sont justifiées dans son cas. Mais Kang Sheng, pour ce que cela vaut, était également un calligraphe extrêmement accompli. Sur le marché de l'art à Londres, les œuvres calligraphiques de Kang se vendent à des dizaines et des dizaines de milliers de livres sterling. Ces gens n'étaient donc pas des anti-intellectuels, pas le moins du monde. C'est une idée absurde. Le deuxième point, c'est qu'il y avait évidemment une pression immense sur la Chine et sur Mao lui-même. Et il y a une chose que je pense beaucoup de gens en Chine ignorent, mais dont on parle beaucoup en Russie. Après le renversement de Nikita Khrouchtchev, Zhou Enlai est venu à Moscou. Zhou Enlai came to Moscow, and there was expectations. Et il y avait des attentes, des espoirs que cela conduirait à une amélioration des relations entre l'Union soviétique et la Chine. Au cours de cette rencontre, le ministre soviétique de la Défense, un homme nommé maréchal Malinovski, s'approcha de Zhou Enlai et lui dit, et Zhou Enlai supposa que Malinovski parlait au nom de toute la direction soviétique. Écoutez, nous venons de renverser notre propre idiot Khrouchtchev. Pourquoi ne feriez-vous pas la même chose avec Mao? Et Zhou Enlai répondit, en aucun cas. Si vous pensez que c'est ce que je veux, si vous pensez que c'est ce que la Chine veut, vous nous avez complètement mal compris. You have misunderstood us completely. Anyway, Zhou Enlai
Quoi qu'il en soit, Zhou Enlai en fit part à Mao. Mao fut, bien sûr, extrêmement en colère et très inquiet. Il envoya alors un message à Moscou en disant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il s'attendait à ce que la direction soviétique désavoue Malinovski, voire le renvoie. Mais ce ne fut pas le cas. Après cela, Mao, tout à fait logiquement, supposa qu'ils en avaient vraiment après lui, ce qui était probablement vrai pour beaucoup d'entre eux. Nous savons aussi aujourd'hui d'ailleurs qu'il existait à cette époque une faction au sein de la direction soviétique, dirigée par un homme nommé Alexandre Shelepin, qui souhaitait améliorer les relations avec la Chine. C'était un communiste convaincu et il voulait réunifier le mouvement communiste. Il était secrétaire du comité central et était en conflit avec Brejnev, qui était alors le dirigeant soviétique. Et bien sûr, il a perdu la lutte de pouvoir interne à Moscou. Mais il est tout à fait possible que les relations avec la Chine aient été affectées par ce conflit interne. On en a beaucoup parlé à Moscou, car les Russes, il faut le dire, se reprochent l'échec de la relation avec la Chine dans les années 1960. Il est aujourd'hui bien compris à Moscou qu'ils ont commis toute une série d'erreurs catastrophiques et qu'ils ont traité la Chine, et Mao lui-même, avec un profond manque de respect. Et il existe aujourd'hui en Russie une opinion très répandue selon laquelle la seule raison de l'effondrement de l'Union soviétique réside précisément dans la scission du mouvement communiste et dans le fait que l'Union soviétique s'est retrouvée, dans les années 1970, opposée à la fois à la Chine et aux États-Unis. Et cela a épuisé ses ressources. Donc, vous savez, je voulais dire tout cela parce que je pense qu'il est important que les gens en Chine, ceux qui suivent nos programmes, soient conscients de ces choses. Et l'un des points sur lesquels je voudrais revenir, c'est que, précisément parce qu'il existe à Moscou une opinion largement répandue selon laquelle, comme je l'ai dit, détériorer les relations avec la Chine a été une erreur catastrophique pour la Russie. Pour l'Union soviétique, il existe aujourd'hui un large consensus sur le fait que c'est une erreur qu'il ne faut jamais reproduire. Ainsi, lorsque les gens en Chine s'inquiètent que les Russes puissent un jour être tentés de se rapprocher des États-Unis, eh bien, ce n'est pas ce que pensent la plupart des gens, y compris les plus influents en Russie aujourd'hui. C'est juste que, en général, je veux dire, toutes ces choses ne sont pas aussi simples que l'Occident, comme les médias occidentaux les présentent. Quand ils présentent quelqu'un comme bon, alors c'est bon. Tu sais, quelqu'un comme mauvais, alors c'est mauvais. Il n'y a rien entre les deux. Mais les êtres humains sont complexes et souvent contradictoires, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Bref, as-tu vu mon commentaire sur le fil? Oui, c'était très intéressant. Ouais. Parce que je dois te dire que je suis très, très intéressée par les montres en général et que j'ai toujours été intéressée par la Chine. Oui, je ne le savais pas non plus, tu sais, jusqu'à ce que tu en parles. Et ensuite, j'ai vu tes commentaires. Oui, très bien. Merci. Bon, alors, il y a beaucoup d'appels téléphoniques cette semaine, n'est-ce pas? D'accord. Donc, l'appel téléphonique de Xi Jinping à Trump, eh bien, le New York Times et d'autres médias américains ont rapporté qu'il était très inhabituel qu'il appelle Trump. Mais la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que les États-Unis avaient pris l'initiative. Voici donc ce que je pense qu'il s'est passé. Si tu lis le compte-rendu du ministère chinois des Affaires étrangères, il n'y est rien mentionné comme sur invitation ou à la demande de. Normalement, il l'aurait précisé si l'initiative venait des États-Unis. Mais je pense que les États-Unis, Trump, semblent toujours vouloir parler à Xi Jinping pour une raison ou une autre. Il est donc possible qu'ils aient d'abord contacté la Chine en disant quelque chose comme « Est-ce le moment pour les deux présidents de se parler ?»
Normalement, la Chine mettrait du temps à répondre, du genre « D'accord, fixons une date et un ordre du jour ». Et peut-être qu'il préviendrait même les médias à l'avance avant l'appel téléphonique proprement dit. Mais cette fois, Xi Jinping a essentiellement dit « Très bien, composez le numéro alors ». C'est donc ce que je pense qu'il s'est passé. Xi Jinping a probablement passé l'appel, mais il est aussi possible que les États-Unis aient demandé à le faire à l'avance. Néanmoins, je pense que cette fois, Xi Jinping, ou la Chine, est impatient de parler à Trump. Oui, je pense que tout cela est absolument exact. Et je devrais ajouter autre chose. Ce que vous avez décrit est exactement ce qui s'est passé lors du dernier appel entre Poutine et Trump. Les Américains ont dit à tout le monde que c'était les Russes qui l'avaient initié, que c'était Poutine qui avait appelé Trump. Puis Lavrov a déclaré que ce n'était pas vrai. Ce sont les Américains qui avaient lancé les discussions. En fait, nous avons maintenant ces fuites qui sont apparues au cours des derniers jours. Et nous avons découvert que l'une d'elles concerne une discussion entre Witkoff et Ushakov, le conseiller de Poutine pour la politique étrangère, parlant de ce futur appel qui devait avoir lieu entre Poutine et Trump. Il est absolument clair que ce sont les Américains qui ont d'abord proposé l'idée d'un appel. Les Américains, avec Goff, ont alors dit à Ushakov, « Eh bien, tu dois dire ceci, cela et encore autre chose, parce que c'est ce que le patron veut entendre. » Mais il est clair que ce sont les Américains qui avaient poussé cette affaire. Et je soupçonne qu'il s'est passé quelque chose de très similaire avec cet appel entre Xi Jinping et Trump également. Là encore, les Américains ou quelqu'un aux États-Unis ont d'abord lancé l'idée et les Chinois ont suivi et s'en sont emparés. Ensuite, les Américains, tout comme ils l'avaient fait avec l'appel entre Poutine et Trump, ont fait semblant que c'était les Russes qui avaient appelé Trump. Ils ont donc fait la même chose avec les Chinois, en prétendant que c'était les Chinois qui avaient appelé Trump. Cela fait vraiment partie de l'ego de Trump. Il veut être celui que les gens appellent, plutôt que celui qui passe les appels lui-même. Et tu as tout à fait raison d'ailleurs. C'est lui qui veut parler tout le temps à tout le monde. Mais il est clair cette fois que Xi Jinping était intéressé, désireux de parler. Et cela en soi est inhabituel. Donc maintenant, bien sûr, tout le monde s'attendait à ce que cet appel téléphonique porte sur Taïwan. En réalité, il s'agit du Japon, vous savez, commentant Taïwan. Mais d'après le compte-rendu chinois, il n'a pas mentionné le Japon par son nom. Il a mis l'accent sur la question de Taïwan et il a souligné quelque chose d'intéressant. Il a déclaré que le retour de Taïwan à la Chine constitue un élément important de l'ordre international d'après-guerre. La Chine et les États-Unis ont combattu côte à côte contre le fascisme et le militarisme et devraient maintenant travailler ensemble pour préserver les acquis de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Il élève donc la discussion à un autre niveau, me semble-t-il. Non pas limité à la question de Taïwan, mais à l'ordre d'après-guerre que vous et moi devons tous deux préserver. C'est intéressant, n'est-ce pas? Je trouve ça très intéressant. Je pense que c'est la partie la plus intéressante de toute la conversation. Et encore une fois, je ne suis pas sûr de la façon dont c'est perçu en Chine. Mais à mes yeux, et peut-être que je tire un peu trop de la manière russe de voir les choses ici, car il faut se rappeler que je connais bien mieux la Russie que la Chine. Il me semble que Xi Jinping dit en substance à Trump, « Regarde, ce pays, le Japon, que tu considères comme ton allié, c'est le peuple contre lequel nous avons combattu ensemble. C'est le peuple qui était impliqué dans le fascisme, le militarisme et toutes ces choses-là. » Et ils y reviennent maintenant. Ils retombent dans ce genre de sentiments et de positions. Et c'est troublant. Cela remet en question notre victoire commune pour laquelle nous avons combattu et tant peiné ensemble.
Donc, étant donné que ces idées terribles et ces forces reprennent de la vigueur au Japon, nous avons sûrement plus de points communs entre nous que vous n'en avez avec le Japon. Voilà comment je le comprendrais. Mais, comme je l'ai dit, c'est probablement ainsi que les Russes interpréteraient de tels propos. En Chine, je reconnais que ce pourrait être un peu différent. Quoi qu'il en soit, je peux vous dire une chose. Je doute fort que Trump lui-même ait compris le moindre message caché là-dedans. Et je ne sais pas si vous avez vu ses publications sur Truth Social, mais c'était ridicule. Tout tournait autour de l'agriculture, du soja et de ce genre de choses. Je veux dire, ça lui est complètement passé au-dessus de la tête. Cela dit, les médias rapportent qu'il a effectivement appelé la première ministre japonaise pour lui dire de se calmer et d'arrêter de tenir des propos aussi incendiaires à partir de ce moment-là. Mais je doute qu'il ait compris la portée du message que Xi Jinping essayait de faire passer. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est ce que Xi Jinping essayait de faire comprendre. Et comme tu l'as dit, au moins Trump a compris qu'il s'agissait d'une affaire sérieuse qui préoccupe énormément la Chine, donc c'est bien qu'il ait passé cet appel. D'après le compte-rendu du ministère japonais des Affaires étrangères, cela ne semble pas avoir été un appel très agréable, car ils n'ont pas mentionné qu'ils avaient parlé de Taïwan. Ce que nous savons tous qu'ils ont fait. Donc si Trump avait dit quelque chose de positif pour soutenir la déclaration de Takaichi, il l'aurait publié, mais ils ne l'ont pas fait. Il me semble donc que ce n'était pas un appel très agréable. Je suis sûr que c'est exact. Je veux dire, je ne pense pas que les États-Unis souhaitent être entraînés dans ce conflit. J'en ai longuement discuté d'ailleurs sur The Duran. Et le point que j'ai simplement soulevé est le suivant. Si la Chine a le sentiment que les États-Unis prennent le parti du Japon sur cette question de cette manière, sapant ainsi la victoire commune de la Seconde Guerre mondiale, alors la Chine commencera à agir. Et l'une des choses que cela pourrait entraîner, et je veux dire, ce n'est que ma propre supposition, mais je serais surpris si ce n'était pas au moins une possibilité, c'est que la Chine dise, si les États-Unis s'alignent sur un Japon qui retombe dans des politiques de militarisme et de fascisme, alors la dernière chose que la Chine continuera à faire, c'est de fournir des terres rares aux États-Unis afin qu'ils puissent renforcer et développer davantage d'armes, qu'ils vendront soit au Japon, soit utiliseront dans cette alliance qu'ils ont avec le Japon. Donc, je pense que les Américains doivent comprendre qu'ils s'aventurent maintenant sur un terrain extrêmement dangereux s'ils continuent dans cette voie. Je doute que Trump l'ait pleinement compris, mais j'espère qu'il y a d'autres personnes à Washington qui l'ont fait. Une chose dont les administrations américaines et les médias parlent rarement, ce sont les documents juridiques pertinents qui sous-tendent tous ces arguments. Ils pensent, d'accord, la Chine veut s'unifier avec Taïwan parce que la Chine est une brute, parce qu'elle veut s'étendre. Je pense qu'ils passent complètement à côté du sujet. Il y a bien sûr les liens historiques et culturels et tout cela, mais il y a aussi, lorsque Xi Jinping parle de l'ordre mondial d'après-guerre, une référence à des textes comme la Déclaration du Caire. Dans la Déclaration du Caire, signée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine, les choses ont été énoncées très clairement. Ils ont dit que le Japon devait renoncer à toutes les îles du Pacifique qu'il avait saisies ou occupées depuis 1914. Je crois que 1914, c'est l'année où ils ont pris la Corée. Et ensuite, il est précisé que tous les territoires que le Japon avait pris à la Chine, la Mandchourie, Formose, Taïwan, doivent être rendus à la Chine. Donc tu vois, Taïwan est même mentionné explicitement. Il n'est pas dit que Taïwan peut être un pays indépendant, il est dit qu'elle doit être rendue.
Et compte tenu des sacrifices immenses que la Chine a consentis en combattant les Japonais, si tu ne rends pas Taïwan à la Chine, c'est presque comme si la victoire était inachevée. Ce n'est pas une victoire complète, car il est clairement indiqué qu'il faut rendre Taïwan à la Chine, n'est-ce pas? Et puis, la déclaration de Potsdam à l'article 8 disait même que les termes de la déclaration du Caire devaient être appliqués, ce qui signifie qu'elle les codifie. Donc, ce que la Chine dit, c'est que vous, le Japon, devez suivre cela. Ce sont les déclarations, ou l'on pourrait même dire les lois et les règles, qui avaient été établies auparavant. Vous, en tant que nation vaincue, devez respecter tout cela. Et les États-Unis, la Chine et tous les autres alliés, nous devons faire appliquer cela, n'est-ce pas? Donc je ne pense pas que cela soit jamais mentionné dans les médias grand public, ni que Trump lui-même, je ne suis pas sûre qu'il comprenne même cela. Non, vous avez tout à fait raison. Ils n'en parlent jamais. Je veux dire, la connaissance de ce niveau d'histoire n'existe tout simplement plus en Occident aujourd'hui. Et je vais vous dire autre chose. Si vous abordez tout cela avec les gens, ils ne seront pas contents. Je l'ai moi-même vécu tant de fois. Vous évoquez ces choses qui ont été dites dans le passé, ces engagements qui ont été pris, et les gens n'ont jamais vraiment de réponse à ce que vous dites, mais ils deviennent très, très en colère quand vous le faites. Enfin, voilà. Mais non, je ne pense pas que Trump comprenne cela, vous avez tout à fait raison. Ça a toujours été entendu ainsi. J'ai toujours compris que, enfin, vous savez, on s'attendait à ce que le Japon restitue les gains de ses agressions, de ses nombreuses agressions. Et si le Japon revient maintenant en disant que, eh bien, Taïwan devrait être indépendante d'une certaine manière, alors il ne le fait pas. Il va à l'encontre de ce à quoi il avait consenti lorsqu'il a capitulé sans condition. Et sur quoi les Américains s'étaient également mis d'accord avec la Chine, à savoir que le Japon devait s'y conformer dans le cadre de cette reddition sans condition. C'est intéressant que vous mentionniez la Grande-Bretagne, car j'avais oublié que les Britanniques étaient eux aussi impliqués dans tout cela. Encore une fois, je pense que certaines personnes en Grande-Bretagne ont besoin qu'on le leur rappelle. Je dis ça simplement. Oui, il le devrait. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, certaines personnes trouvent surprenant que la Chine ait réagi aussi fortement cette fois-ci. Mais il est également vrai que, même par le passé, la société japonaise, l'extrême droite, les militaristes, a toujours voulu agir. Cependant, je trouve très inhabituel qu'il ait clairement indiqué que si quelque chose arrivait à Taïwan, le Japon réagirait, prendrait des mesures militaires. Je pense vraiment que c'est... Je pense que c'est sans précédent. Je ne crois pas que le Japon ait jamais dit quelque chose de ce genre. Gardez à l'esprit que selon les conditions initiales de la reddition sans condition du Japon, et ce qui s'est passé ensuite, le Japon ne devrait même pas avoir de forces armées. Non. Je veux dire, leur armée s'appelle toujours, comment déjà, la force d'autodéfense ou quelque chose comme ça. Donc, ce que les Japonais font maintenant, c'est en réalité dire qu'ils vont s'allier à une faction sécessionniste occupant une partie du territoire chinois et agir pour défendre cette faction. C'est une étape d'escalade majeure, quelque chose qu'il aurait été impensable pour le Japon de faire il y a 10, 15 ou 20 ans. Impensable. Je veux dire, je sais, j'ai travaillé avec des entreprises japonaises, comme tu le sais. Oui, ce qui est dangereux, c'est qu'ils affirment, y compris les États-Unis, d'accord, Taïwan devrait être indépendant, et des choses de ce genre. Mais ensuite, disons que Taïwan devient effectivement indépendant. Taïwan ne s'arrêtera pas à simplement être indépendant. Le Japon essaiera de le récupérer. Tu vois, le Japon essaiera de le saisir. C'est pourquoi la Chine considère vraiment toute la question de Taïwan comme existentielle. À cause de cela.
parce que le Japon est un pays si dangereux à bien des égards pour la Chine. Le Japon ne peut pas prendre davantage de territoires proches de la Chine. Certainement pas Taïwan. Je ne pense pas que les gens en Occident comprennent pleinement cela. Je pense que certaines personnes au Japon doivent le comprendre aussi. Je veux dire que le Japon, de tous les pays, s'implique dans cette situation avec Taïwan et d'une imprudence, d'une erreur de jugement et d'un danger incroyable, d'ailleurs pour le Japon lui-même. Maintenant, vous dites que c'est une question existentielle pour la Chine. C'est encore plus existentiel pour le Japon, compte tenu de l'énorme déséquilibre des forces qui existent aujourd'hui entre la Chine et le Japon. C'est vraiment profondément choquant qu'un dirigeant japonais puisse penser de cette manière. Je veux dire, un dirigeant japonais avisé, quelqu'un qui place les intérêts du Japon et du peuple japonais en première priorité, saurait que c'est une question dont le Japon devrait absolument se tenir à l'écart. Comment cela pourrait-il ne pas être évident? Et encore une fois, autrefois, je me souviens que cela aurait été parfaitement compris au Japon. Quelque chose de très très grave est en train de se passer au Japon. D'ailleurs, le fait que tout cela soit aujourd'hui perdu et oublié. Je pense que c'est en partie parce que les États-Unis ont laissé faire, ont laissé le militarisme perdurer ou ne l'ont pas suffisamment réprimé, si bien qu'il a pu continuer d'exister et même prospérer dans la société japonaise. C'est encore pire que cela, car ce que les Américains ont fait, et encore une fois, il faut lire leurs innombrables revues déplorables traitant des questions militaires et de politique étrangère, est très révélateur. Les Américains savent parfaitement que l'équilibre militaire dans la région Asie-Pacifique tourne à leur désavantage. Les forces armées chinoises gagnent en puissance et elles ne le font que par suite des actions entreprises par les Américains eux-mêmes. Ils ont donc cherché à agiter et à faire pression sur le Japon pour qu'il adopte une position plus ferme à l'égard de la Chine. Et il y a eu des articles publiés ouvertement que j'ai vus dans les médias américains affirmant qu'il est nécessaire d'impliquer la flotte japonaise dans la défense de Taïwan. Et ce que les Américains ont également fait, et ils exercent une influence énorme au Japon, c'est soutenir les politiciens japonais qui adoptent une position plus dure envers la Chine, par opposition à ceux qui croient en la protection du Japon et à la poursuite de ses véritables intérêts nationaux, ce qui impliquerait d'avoir au moins une attitude correcte envers la Chine. Peut-être pas amicale, car ce serait trop demandé, mais au moins correcte. Et le résultat, c'est que nous avons observé une radicalisation constante sous l'influence américaine au Japon au cours des 15 dernières années. Ils ont fait quelque chose de similaire, non? Ils ont laissé les forces néo-nazies en Ukraine prospérer aussi. Ils ont simplement laissé faire sans... Enfin, on pourrait penser que les néo-nazis ne devraient jamais être tolérés en Europe, mais quoi qu'ils fassent en Ukraine, on dirait que les États-Unis et les autres nations européennes s'en accommodent, non? Il ne semble pas, eh bien, absolument. Je veux dire, c'est tout à fait exact. Mais on pourrait dire la même chose de l'Allemagne d'ailleurs. Il y avait une politique allemande d'Ostpolitik, de réconciliation et de rapprochement avec la Russie, qui est soit dit en passant populaire auprès de nombreux Allemands. Mais les États-Unis ne l'ont jamais apprécié et s'y sont constamment opposés. Et encore une fois, ils exercent une influence énorme en Allemagne. Le résultat, c'est que les politiciens allemands, qui ont été hostiles à cette politique d'Ostpolitik, sont aussi ceux qui sont les plus enclins à reconsidérer, à adopter des points de vue révisionnistes sur la Seconde Guerre mondiale et sur le conflit entre l'Allemagne et l'Union soviétique.
De toute façon, ces politiciens ont été encouragés par les États-Unis à devenir plus forts et à prospérer. C'est donc exactement la même tendance. Mais évidemment, vous savez, nous parlons maintenant du Japon. Et oui, il y a des similitudes et des parallèles. Cependant, ce qui se passe avec le Japon est particulièrement dangereux en raison de l'histoire et parce que, contrairement à l'Allemagne, où il existe encore, autant que je puisse en juger, une communauté vocale de personnes qui s'opposent à cette tendance à la militarisation, je n'ai jamais vraiment eu le sentiment qu'il en soit de même au Japon en ce moment. Non, non, non. Oui, c'est pour cela que c'est si déstabilisant pour la Chine. Donc l'autre chose que la Chine a faite, c'est que l'ambassadeur chinois auprès des Nations Unies a envoyé une lettre aux 193 membres et bien sûr au secrétaire général Antonio Guterres. La lettre souligne, en fait, elle attire l'attention sur l'article 53 de la Charte des Nations Unies, qui stipule que les organisations régionales sont autorisées à prendre des mesures coercitives contre un État ennemi sans autorisation préalable du Conseil de sécurité. Et elle définit un État ennemi comme tout État qui était un ennemi d'un signataire de la Charte des Nations Unies pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui signifie le Japon, l'Allemagne et l'Italie, n'est-ce pas? Donc ce sont les États ennemis qui sont définis. Ce que dit essentiellement l'article 53, c'est que lorsqu'ils manifestent une quelconque agression, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU pour attaquer. Le message de la Chine est donc le suivant. Nous avons ici un Japon très agressif. Et si nous nous sentons réellement menacés, nous pourrions entreprendre une action militaire. Ne soyez pas surpris. Cela repose entièrement sur la Charte des Nations Unies. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions à ce sujet en Chine. Je ne crois pas que quiconque dise qu'une guerre avec le Japon est imminente, mais je pense que ce que la Chine veut dire au monde entier, c'est que la situation est vraiment grave. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est extrêmement grave, bien plus grave que ce que quiconque en Occident a réellement compris. Ils ne prennent tout simplement pas l'histoire au sérieux. Ils ne la comprennent pas. Ils ne connaissent ni l'histoire, ni les sentiments qui existent en Chine à cause de cette histoire. Cela me rappelle beaucoup, d'ailleurs, toute la situation avec l'Ukraine. L'expansion vers l'est de l'OTAN, la radicalisation des populations dans les États baltes et la radicalisation des gens en Ukraine. Les Russes avertissaient sans cesse. « Regardez, c'est intolérable, c'est inacceptable, cela ne peut pas arriver. Si on nous pousse, si on continue à nous pousser de cette manière, nous devrons réagir. » Personne ne l'a pris au sérieux parce que personne n'y croyait. Et puis bien sûr, la guerre a commencé. Eh bien, nous verrons comment tout cela se terminera. Trump, comme tu l'as dit dans ses publications sur les réseaux sociaux, il se soucie profondément du soja. J'imagine que c'est important pour sa base, non? Et cela explique probablement pourquoi il voulait parler à Xi Jinping, parce qu'après la pause dans la guerre commerciale, je pense qu'il s'attendait à ce que la Chine achète immédiatement beaucoup de soja. Mais la Chine ne l'a pas fait. Enfin, la Chine a commencé à acheter du soja, mais pas aussi vite ni en aussi grande quantité que Trump le voulait, je pense, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tout à fait exact. Mais le problème, encore une fois, c'est que nous revenons aux États-Unis, car ils traitent la Chine, comme A.J.P. Taylor l'a un jour dit de la Russie, comme un robinet qu'ils peuvent ouvrir et fermer à leur guise. Ils veulent faire la même chose avec la Chine. Ils veulent que la Chine aille acheter un peu plus de soja. Mais en même temps, ils ne sont pas prêts à entreprendre des actions sérieuses avec la Chine qui pourraient, vous savez, répondre aux préoccupations chinoises, comme entamer de véritables négociations commerciales ou quelque chose de ce genre.
C'est donc très très typique, non seulement des États-Unis, mais de l'Occident en général. Ils ne semblent jamais vraiment aller au bout de ce qu'ils entreprennent. Vous savez, ils veulent que les Chinois y concluent un accord, pas même un véritable accord, mais une sorte d'entente. Et ils pensent que les Chinois vont venir acheter énormément de soja pour aider Donald Trump. La Chine n'a aucune raison particulière d'aider Donald Trump. Ce qu'elle veut, ce sont des accords commerciaux solides, stables et durables. Une fois que cela sera en place, le problème du soja se résoudra de lui-même. Oui, le soja, ce genre de choses. Le soja, ça ne pousse pas du jour au lendemain, n'est-ce pas? Cela demande beaucoup de planification et on ne peut pas se permettre que Trump change d'avis un jour puis le lendemain. Donc, pour avoir un commerce du soja stable, il faut une sorte de garantie, d'une certaine manière, non? Sinon, pourquoi la Chine, ou qui que ce soit, s'engagerait-elle à quoi que ce soit, n'est-ce pas? Alors, Eh bien, exactement. Je veux dire, ce que tu veux, en gros, c'est quelque chose pour rien. Ça marche pas comme ça. et l'autre chose, donc maintenant que les États-Unis envisagent d'autoriser Nvidia à vendre des puces H200, je pensais qu'ils avaient déjà donné leur accord, mais ensuite ils ont un peu fait marche arrière. Ils ne l'ont pas fait, mais maintenant, ils le veulent à nouveau. Je pense que la raison à cela, c'est le dernier téléphone de Huawei, le Mate K20. Les gens soupçonnent que Huawei y a intégré ses propres puces de 5 nanomètres. Et il semble aussi que SMIC ait produit ses propres puces de 5 nanomètres. Donc, quand on observe ce que les États-Unis permettent à la Chine de faire, on peut se faire une idée d'où en est la Chine, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tout à fait exact. Je vais dire ceci. Vous savez, à propos de la lithographie extrême ultraviolette et tout ça, la Chine aura l'une de ces machines d'ici 1 an. C'est ce que je crois. Je veux dire, peut-être qu'elle en a déjà une. Nous n'en savons rien. Mais l'idée que les Chinois ne puissent pas fabriquer de puces haut de gamme est absurde. Ces gens ne vivent pas dans le monde réel. Et vous avez tout à fait raison. Ils ne vont pas essayer d'obtenir ces puces Nvidia pour les envoyer en Chine. Les Chinois ont déjà dit qu'ils n'étaient de toute façon pas vraiment intéressés par ces puces. Alors, pourquoi nous les donnez-vous? D'ailleurs, il y a un article très intéressant dans le Financial Times, vraiment très intéressant, encore une fois très représentatif de la pensée occidentale, mais portant sur la politique économique et commerciale chinoise. Il a été écrit par un homme d'affaires, un journaliste du Financial Times, qui se rend. Et il dit, vous savez, le problème fondamental du commerce avec la Chine, c'est que les Chinois fabriquent tout mieux et moins cher que nous. Donc, d'une certaine manière, c'est mal et absolument extrêmement injuste. Ce que la Chine doit faire dans son propre intérêt, c'est accepter d'acheter davantage de nos produits, car sinon, nous ne pouvons plus vraiment commercer équitablement avec elle. En gros, ce qu'il dit, c'est que la Chine, dans son propre intérêt, doit acheter des produits occidentaux de moindre qualité et plus chers, plutôt que de les produire elle-même de manière plus économique, efficace et performante. Je me souviens avoir lu cet article et m'être dit, mais sur quelle planète vit cet homme? C'est tellement absurde. Mais voilà l'histoire. Vous savez, la Chine fabrique de meilleures puces que celles conçues par Nvidia. Il dit, nous faisons en sorte que les Chinois achètent les puces Nvidia plutôt que leurs propres puces, pourtant meilleures. Eh bien, ça... Je veux dire, la guerre commerciale continue encore, comme avec Nexperia. Donc, Nexperia, la dernière affaire concerne le siège néerlandais. Ils ont envoyé une lettre à Nexperia Chine exigeant qu'elle reprenne la production. Et ils disent qu'il y a encore beaucoup d'entreprises confrontées à une pénurie de puces. Il semble donc que, même si le gouvernement néerlandais a déclaré qu'il allait suspendre temporairement ses efforts pour contrôler l'entreprise,
ce qui signifie en gros qu'ils allaient la rendre. Ils n'ont pas, par exemple, rétabli le PDG. Alors essaient-ils simplement de s'en sortir tant bien que mal, même s'ils disent qu'ils la rendent? Parce qu'en réalité, ils ne la rendent pas vraiment, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font tout le temps. Ils disent qu'ils vont le rendre, puis ils ne le font pas. Encore une fois, ils veulent les puces, mais ils ne veulent pas réellement rendre l'entreprise à ses propriétaires. Alors ils disent qu'ils vont le faire, mais ils ne le pensent pas vraiment. Il n'y a ni bonne foi, ni sincérité dans ce qu'ils disent. Et bien sûr, c'est très mauvais, car tout ce que cela fait, c'est nuire encore davantage à la confiance. Alors les Chinois se diront, pourquoi diable devrions-nous perdre notre temps à parler à ces gens quand ils tiennent un discours d'un côté de la bouche, mais que de l'autre côté, ou dans leur esprit, c'est quelque chose de complètement différent. Oui, et la Chine a porté cette affaire devant l'humeur. On dirait qu'elle a complètement ignoré le gouvernement néerlandais, on dirait bien. Donc on verra. Mais il semble que... Je n'aime pas ça. Ce que je pense qui va réellement se passer, je pense que ce sera très intéressant parce que j'ai vu ce que le ministère chinois du Commerce a fait il y a quelques semaines. Ils ont dit, écoutez, toute personne à court de puce devrait nous contacter. Oubliez le gouvernement néerlandais. Oubliez la direction de Nexperia aux Pays-Bas. Oubliez l'UEMEB. Parlez-nous directement. Et je pense que, discrètement, beaucoup d'entreprises le font probablement. Oui. Juist cette inekantwissi ces institutions. Oui? La façon dont les Pays-Bas agissent en ce moment semble un peu autodestructrice. Je ne comprends pas vraiment. C'est la même chose avec ASML. Une autre chose qui s'est produite, c'est que ASML a vendu beaucoup de machines de lithographie à la Chine, mais qu'ils ont maintenant cessé d'assurer la maintenance de ces machines, y compris la fourniture de pièces de rechange. Ah bon? Oui, et donc maintenant la Chine a exigé que ASML rachète toutes ces machines de lithographie. Parce que si elles sont en panne, on ne peut pas les utiliser. Ce qu'ils disent, c'est qu'il s'agit d'une rupture de contrat. Le contrat stipule toujours que vous avez l'obligation d'assurer la maintenance de ces machines. Mais ils ont cessé de le faire. Je pense que c'est parce que les États-Unis le leur ont demandé, ou pour une autre raison, ils ont simplement arrêté. Alors la Chine a dit, vous devez les racheter. Et si vous ne le faites pas, la Chine cessera de reconnaître tous les brevets. Il y a beaucoup de pièces qui traînent et ils vont les rétroconcevoir ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un autre élément de cette querelle avec les Pays-Bas. J'en avais aucune idée. Il n'y a eu aucun reportage à ce sujet dans les médias ici. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très important. Le fait qu'ASML refuse désormais d'assurer la maintenance et la réparation des machines en Chine est incroyable. Et je me demande quelle est la justification d'une mesure aussi extraordinaire. C'est à mon sens une décision incroyablement provocatrice et agressive. Et comme vous le dites tout à fait justement, une violation flagrante du contrat. Il est donc clair que des sanctions sont appliquées et continuellement étendues en permanence et qu'avant très longtemps, la Chine prendra effectivement des contre-mesures. Ce n'est pas les Pays-Bas, c'est les États-Unis. Je veux dire, vous savez, Trump rencontre Xi, ils concluent une sorte d'accord, ils promettent de faire diverses choses. Ils sont revenus sur certaines de leurs décisions, mais maintenant on voit qu'ils sont revenus et qu'ils en font d'autres. Au fait, vous vous souvenez que nous avions parlé de cet article de la Rand Corporation publié il y a environ 2 semaines, qui disait que les États-Unis devraient, au lieu d'être un adversaire de la Chine, essayer d'entretenir de meilleures relations avec elle. Cet article a été retiré. Ah. Ouais. D'accord. Ils veulent pas entendre ça.
No, no. Non, non, non. Évidemment, certaines personnes étaient très mécontentes à ce sujet, et la ligne dure revient encore une fois. Oui, oui. Tu peux même pas en parler. C'est assez incroyable. No, no, absolutely. Oui, non, absolument. Mais ce qui se passe avec ASML est encore plus incroyable en fait. Oui. Et franchement, j'espère que nous en arriverons à une situation où la Chine démontera simplement ses machines et les rétroconcevra parce qu'elle en est capable. Reverse engineers them because it can. Ouais. I mean, the idea that China cannot make mirrors. Je veux dire l'idée que la Chine ne puisse pas fabriquer de miroirs rouges. Tout le monde parle toujours de miroirs. Seul Carl Zeiss en Allemagne aurait soi-disant les compétences pour en faire de vraiment bons. Il pense encore que les Chinois sont des paysans vivant au XIIIe siècle, capables d'imiter mais pas de créer. Et bien sûr, ils disent que la Chine ne peut pas reproduire les technologies de pointe que nous, en Occident, maîtrisons. Je veux dire, comme tu l'as toi-même dit, le racisme ici est complètement démesuré en réalité. Mais ce refus d'assurer la maintenance des machines d'ASML est une mesure incroyablement agressive. Et encore une fois, il est frappant qu'aucun média n'en ait parlé. Au fait, quand cela a-t-il commencé? No one in the media has mentioned it. When did it start, by the way? Ils avaient cessé de l'entretenir depuis, je crois, 2 mois environ. D'abord, ils ont menacé, ils ont dit qu'ils allaient arrêter de l'entretenir, donnant à la Chine l'occasion d'acheter certaines pièces ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ils n'ont pas agi immédiatement. La Chine ne pensait même pas que cela irait jusque-là, mais finalement, c'est arrivé. Je crois que ils ont un peu discuté de la manière de résoudre le problème ou quelque chose du genre, mais ils n'ont pas réussi à trouver de solution. En fait, le gouvernement néerlandais ne veut pas vraiment le résoudre. No, of course it doesn't. Of course it doesn't. Je pense que c'est le... Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. D'ailleurs, quiconque connaît un peu les Pays-Bas, je veux dire, je connais très bien les Pays-Bas. J'y allais quand j'étais étudiant. Rien de tout ça ne me surprend le moins du monde. Les Pays-Bas sont une petite Angleterre et beaucoup des attitudes que l'on trouve en Angleterre se retrouvent aux Pays-Bas. Rappelez-vous, les Pays-Bas ont été une grande puissance coloniale. Remember, the Netherlands is a massive colonial power. Et une grande partie de cet état d'esprit n'a jamais disparu. Way. Même si c'est un petit pays. It's a small country. It's a small country. C'est un petit pays. C'est un petit pays qui dépend de ses exportations de machines de précision. Je veux dire, c'est un grand producteur de machines de précision, de machines-outils et de ce genre de choses. Pour les Pays-Bas, mettre tout cela en péril est très, très dangereux pour leur avenir économique à long terme. Mais les Néerlandais sont très, très pro-américains, intensément pro-américains, je m'en souviens toujours. Ce sont presque, par définition, le genre de personnes qui agiraient ainsi. Axiomatically, the kind of people who would act like this. Eh bien, la Chine est le plus grand partenaire commercial du Japon. Donc oui, pour le Japon, on pourrait penser qu'ils se concentreraient sur leurs propres intérêts, non? On pourrait le croire, mais manifestement, ce n'est pas le cas. Et puis, il y a, je trouve cela fascinant, parfois, souvent même, ce sont les petits pays qui posent problème. Oui, ils le sont. Comme l'Estonie. Récemment, je crois que leur ministre des Affaires étrangères a visité la Chine et pendant le voyage, ou peu après, il y a eu un article intitulé « La redoutable Estonie a lancé un ultimatum à la Chine, c'est nous ou la Russie ». Franchement, n'est-ce pas risible de penser que la Chine choisirait l'Estonie plutôt que la Russie? Ils sont sérieux? Well, I'm sure that Wang Yi. Eh bien, je suis sûr que Wang Yi, Xi Jinping et Li Jian tremblent dans leurs bottes après avoir reçu cet ultimatum de l'Estonie. Non, je suis tout à fait d'accord. Ces gens sont complètement... Enfin, ils sont totalement déconnectés de la réalité. Je veux dire, si vous deviez traiter régulièrement avec les États baltes, vous sauriez à quel point ils sont dans le déni à leur propre sujet. Et vous avez tout à fait raison.
C'est comme les petits chiens. Et vous savez, les chihuahuas sont toujours bien plus agressifs que les Saint-Bernard. C'est un peu la même chose. Oui, la Lituanie en est un autre exemple quand on parle des États baltes, n'est-ce pas? La Lituanie, souvenez-vous, elle a contrarié la Chine en permettant à Taïwan de changer le nom de son bureau de Taipei à bureau de Taïwan ou quelque chose comme ça. Un détail mineur qui ne signifie pas grand-chose, mais qui a irrité la Chine. Et maintenant, je pense que le gouvernement lituanien, peut-être qu'il y en a un nouveau, a des doutes. Ils veulent vraiment améliorer leurs relations avec la Chine. Mais au lieu de corriger leur erreur, ce qui serait simple, il suffirait de demander au bureau de reprendre son ancien nom, ils ne le font pas. Ils ont quand même envoyé une proposition, je crois au début de cette année, disant quelque chose comme « Voici notre proposition et vous devez la prendre au sérieux » ou quelque chose dans ce genre. Et la Chine n'a même pas répondu, n'a même pas pris la peine de le faire. Et maintenant, ils sont très agacés. Donc à présent, ils ont une sorte de suivi presque comme un ultimatum aussi, tout comme l'Estonie. C'est incroyable. C'est incroyable, ouais. En Chine, on les appelle les trois baltes ou fois des Baltes. Oui, eh bien, ils ont raison. Je dirais qu'ils ont réussi à empoisonner considérablement l'atmosphère en Europe. Leur hystérie, leur russophobie et leur sinophobie contaminent désormais toute la culture européenne et le discours sur les relations internationales. Juste pour que tu saches d'ailleurs, en Russie, ils ont récemment commencé à appeler l'Allemagne la Grande Estonie. Mais penses-tu que ces petits pays, y compris les Néerlandais, je veux dire, tous ces petits pays européens, agissent ainsi parce qu'ils font partie de l'OTAN et de l'UMER? C'est pour ça qu'ils sont comme un chihuahua. Oui, exactement. Je veux dire, ils pensent avoir la puissance des États-Unis derrière eux et ils veulent s'en servir pour s'affirmer. Ils croient qu'en adoptant une position incroyablement provocatrice contre un pays comme la Chine, cela rendra leurs amis américains heureux. Et en même temps, ils estiment qu'en étant aussi grossiers et agressifs envers la Chine qu'ils le sont, ils peuvent s'en tirer parce que les Américains les soutiennent. Ils se trompent sur tous les plans imaginables. C'est un comportement d'une imprudence extrême. Mais j'ai bien peur que ce soit ainsi que ces dirigeants infantiles de petits pays en soient venus à penser. D'accord, parlons de ces appels téléphoniques, parce que comme je l'ai dit, il y en a beaucoup. Les appels entre Vikov et Vyshkov, c'est bien ça? Et puis il y a aussi un appel entre Vyshkov et le russe, je crois que c'est Dmitriev. Dmitriev, c'est bien le conseiller économique, non? C'est exact. Alors, que penses-tu de ces appels téléphoniques? Ce sont des fuites, non? Ils ont été divulgués, c'est bien ce que c'était. Eh bien, le contenu des appels téléphoniques eux-mêmes est totalement inintéressant et tout à fait anodin. Je veux dire, il n'y a rien là-dedans que je considérerais franchement comme étant préoccupant d'une quelconque manière. Je ferai une remarque. Ushakov lui-même a une formation de diplomate. C'était un diplomate russe très expérimenté, ancien ambassadeur à Washington, ce qui montre à quel point il était haut placé. Ni Vikov ni Dmitriev n'ont de formation diplomatique. Donc on peut s'attendre à ce qu'ils s'expriment de manière plus relâchée que ne le feraient des diplomates professionnels. Mais même en tenant compte de cela, il n'y a vraiment rien ici qui devrait causer la moindre gêne ou le moindre problème à qui que ce soit. Il y a deux choses à dire à ce sujet. Premièrement, il est clair qu'il y a une surveillance en cours. Je veux dire, les États-Unis écoutent ces conversations. Ils écoutent les conversations que Witkoff, représentant autorisé du président des États-Unis, a avec le représentant d'une puissance étrangère.
des conversations portant sur la conduite de la diplomatie du président et donc des États-Unis eux-mêmes. Quelqu'un écoute donc ces appels et c'est vraiment un acte hostile. Ensuite, bien sûr, il publie des extraits de ces appels. La première chose à dire, c'est qu'il s'agit d'une infraction pénale extrêmement grave. J'ai obtenu des avis juridiques à ce sujet, notamment de la part d'avocats américains, dont Robert Barnes, et nous lui avons posé la question lors de notre diffusion en direct, et il l'a confirmé. C'est une infraction pénale extrêmement grave. Ces informations sont clairement classifiées, et pourtant, des fuites ont lieu. Donc d'un côté, vous menez une surveillance sur les responsables du président et d'un autre, vous divulguez le contenu d'appels téléphoniques diplomatiques. Je veux dire, c'est aussi grave que possible. Cela montre qu'il y a une lutte de pouvoir majeure en cours à Washington. Et cela me rappelle, je dois le dire, les premiers mois du scandale du Russiagate, lorsque, encore une fois, nous recevions énormément de fuites, y compris des fuites d'entretiens téléphoniques, l'un d'eux entre Michael Flynn et l'ambassadeur russe de l'époque, Sergei Kislyak. Clairement un appel classifié. Et pourtant, comme je l'ai dit, son contenu a été divulgué. Tout cela afin de faire avancer, vous savez, des luttes de pouvoir qui déstabilisent la tentative du président de mener sa politique étrangère. Donc, ils ne sont pas contents que Trump essaye de conclure de paix. Ils essaient de saper cela. Est-ce que c'est le but de... C'est exactement le but de tout cela. Ce qu'ils essayent de faire, ce qu'ils ont voulu laisser entendre ici, c'est que les propositions que nous voyons venir de Washington ne sont pas vraiment des propositions américaines du tout, que Dmitriev et Ushakov auraient dicté ces propositions à Witkoff, qui les aurait ensuite essentiellement rédigées. Donc Witkoff serait en fait un traître agissant au nom de la Russie et par implication au service de Trump. Maintenant, c'est absurde. Et c'est pas ce que montrent réellement ces appels, mais c'est l'interprétation qu'on en a donnée. Ils essayent donc de saper l'ensemble du processus de négociation en cours. En ce qui concerne les négociations, il y avait les 28 points, puis les 19 points. Alors, où en est-on maintenant? En effet, où en est-on? Car les Russes sont très, très sceptiques à propos de tout ce processus. Poutine a donné une conférence de presse très percutante hier. D'ailleurs, il doit rencontrer Wang Yi. Wang Yi se rend à Moscou. Exactement. Donc, vous savez, les Russes vont parler à leurs amis comme à leurs ennemis, si je puis dire. Mais ce que les Russes ont déclaré, c'est qu'ils étaient parvenus à un accord avec Trump en Alaska. Les Américains, comme nous le savons maintenant, n'ont conclu aucun accord concret en Alaska, si ce n'est qu'ils allaient définir et codifier certaines questions prévues qu'ils avaient préparées comme point de discussion. Les Russes attendaient que les Américains fassent cela afin qu'un véritable processus de négociation entre les États-Unis et la Russie puisse commencer. Nous n'en sommes jamais arrivés là. Et je commence à penser que nous n'y arriverons jamais, car les Américains ne sont manifestement pas unis sur ce sujet. C'est pourquoi nous assistons à ces fuites. Les Européens sont opposés, et les propositions, les points de discussion changent constamment. Ils s'éloignent de plus en plus de ce que les Russes sont prêts à aborder. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, que va-t-il se passer ensuite? Il va y avoir une réunion. Witkoff vient à Moscou la semaine prochaine. Nous verrons s'il est possible de bricoler quelque chose. Mais si ce n'est pas le cas, tout s'effondrera. Tout le monde peut voir que l'armée russe progresse désormais rapidement en Ukraine et que l'Ukraine est en train de perdre la guerre. Tout le monde, sauf les Ukrainiens et leurs amis européens, devrais-je dire. Donc, les négociations vont s'effondrer. Et compte tenu de la situation en Ukraine, il y aura une pression énorme à Washington et de la part de l'Europe pour une nouvelle escalade contre la Russie,
plus de sanctions, de missiles, ce genre de choses. Toutes ces mesures qui ont déjà échoué, mais qu'ils essaieront de reprendre. C'est, me semble-t-il, le scénario le plus probable ici. Alors ce sera encore décidé, plus ou moins, sur le champ de bataille. Oui, je le pense. Je le pense. Je veux dire, les Russes, d'ailleurs, Poutine a fait une déclaration très intéressante il y a quelques jours, dans laquelle il a dit « Écoutez, nous sommes parvenus à ces accords avec les Américains en Alaska, et l'une des raisons pour lesquelles nous l'avons fait, c'est que nos amis le souhaitent. Ils veulent nous voir essayer de progresser vers une voie diplomatique et négociée. Si cela ne dépendait que de nous, nous ne le ferions peut-être pas, mais la Chine le veut, l'Inde le veut, le Brésil le veut, et nous n'allons pas aller à l'encontre de nos amis. Nous n'allons pas aller à l'encontre des souhaits de nos amis. » Mais il a également ajouté, « Si nous ne pouvons pas avancer, alors nous poursuivrons la guerre, et nous le ferons jusqu'à la victoire. » D'accord, le Moyen-Orient. Alors, MBS a récemment rendu visite à la Maison-Blanche, n'est-ce pas? Parlons donc à nouveau des accords d'Abraham. Que font exactement les accords d'Abraham? Trump, vous savez, il a beaucoup insisté dessus. Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi voulait-il le faire? Oui, oui. Je veux dire, je devrais d'abord préciser que tout le faste et les cérémonies entourant cette visite ont apparemment dissimulé le fait que la visite elle-même ne s'est pas très bien passée. MBS n'a apparemment pas été réceptif, non seulement à propos des accords d'Abraham, mais aussi à de nombreuses autres choses que les Américains voulaient qu'il fasse, notamment en ce qui concerne les prix du pétrole, pour ne citer que cela. Mais les accords d'Abraham étaient essentiellement une série d'accords négociés pendant le premier mandat de Trump, par lesquels certains États arabes du Golfe ont établi des relations diplomatiques avec Israël. Et tout cela fait partie d'un vaste effort que Trump et son équipe mènent pour, en somme, normaliser Israël, faire en sorte qu'Israël soit accepté au Moyen-Orient comme un pays respecté et respectable, intégré à l'ensemble régional, et en pratique, mettre fin à la perception d'un conflit arabo-israélien tout en marginalisant la dimension palestinienne du conflit. Maintenant, les pays arabes qui ont accepté d'établir des relations diplomatiques avec Israël sont relativement petits, des endroits comme les Émirats arabes unis, par exemple. Le grand enjeu, c'est l'Arabie saoudite. On ne peut donc pas vraiment dire que le processus de normalisation du statut d'Israël au Moyen-Orient soit pleinement accompli tant que l'Arabie saoudite n'aura pas établi de relations diplomatiques avec Israël. Mais l'Arabie saoudite est bien sûr une monarchie religieuse. C'est le pays où se trouvent la Mecque et Médine, les deux grands centres religieux. Le titre officiel du roi d'Arabie saoudite est le gardien ou le protecteur des deux saintes mosquées, la Mecque et Médine. Ce que MBS a dit à Trump, c'est « Nous ne pouvons pas faire cela ». Le sentiment en Arabie saoudite est trop fort contre cette idée. Nous devons d'abord constater des avancées concrètes vers l'établissement d'un État palestinien. Tant que cela n'arrivera pas, nous ne pourrons pas faire le pas que vous souhaitez que nous fassions. Et les Américains, apparemment, ont été très déçus. Pourquoi Trump trouve-t-il cela surprenant, compte tenu de ce qui vient de se passer et qui se poursuit probablement encore à Gaza? Je veux dire, MBS, il me semble avoir lu quelque part qu'il a même dit qu'il était personnellement probablement d'accord avec ça, mais qu'il sait que son peuple est actuellement très opposé à Israël. Alors pourquoi Trump ne comprend-il pas cela? Eh bien, vous en avez parlé à de nombreuses reprises. Je veux dire, le racisme américain, au bout du compte, ils ne prennent pas les Palestiniens très au sérieux. Ils ne prennent pas non plus les sentiments des Arabes
très au sérieux. Ils s'imaginent que tout le monde peut être soit intimidé, soit acheté pour faire ce que l'Amérique veut. Cela arrange l'Amérique, ou du moins ce groupe particulier de personnes qui dirigent l'Amérique, d'amener les États arabes à entretenir de bonnes relations avec Israël. Ils pensent donc pouvoir intimider et acheter ces pays pour y parvenir. Et puis lorsqu'ils découvrent que ces pays ne peuvent pas le faire, ils sont en colère et surpris. Eh bien, nous verrons ce qui se passera ensuite. Eh bien, j'ai l'impression que même aux États-Unis, la colère envers Israël grandit, envers le fait qu'Israël exerce autant d'influence, autant d'impact sur les États-Unis, n'est-ce pas? La dernière nouveauté, c'est que X a ajouté une fonctionnalité permettant de voir la localisation à partir de l'adresse IP. Et il s'avère que les agences américaines, plusieurs d'entre elles, y compris le département de la Défense, autrefois appelé le département de la guerre, et la sécurité intérieure, apparaissent localisées à Tel Aviv. Alors, les gens se demandent, sommes-nous désormais une nation occupée? D'ailleurs, cette fonctionnalité existe depuis longtemps sur toutes les plateformes de médias sociaux chinoises. Quand on se connecte n'importe où, il n'est pas nécessaire de cliquer sur quoi que ce soit. En Chine, sur tous les réseaux sociaux, à côté de votre nom ou de votre identifiant, il y a un petit indicateur de localisation. Il semble donc que Elon Musk trouve que c'est une bonne idée. Elon Musk en sait beaucoup sur l'économie chinoise. Oui, il le fait. Oui, sa mère se rend souvent en Chine. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est lui qui a remarqué que c'était une fonctionnalité sur les réseaux sociaux chinois, alors il l'a introduite sur X. Mais tout de même, le fait que la sécurité intérieure ait, au moins pendant un certain temps, été indiquée comme gérée depuis Tel Aviv, bon, ils ont changé ça maintenant, c'est quand même assez remarquable quand on y pense. Oui. Qu'il gère, eh bien vous savez qu'Israël gère la sécurité intérieure. Vous avez tout à fait raison. Je veux dire, absolument. Et bien sûr, d'ailleurs, il se trouve aussi que de nombreux commentateurs qui opèrent dans les médias au nom d'Israël se trouvent en Inde, ce qui est également très remarquable. C'est vraiment extraordinaire. Mais non, vous avez tout à fait raison. Il y a sans aucun doute eu un important revirement contre Israël au sein du grand public américain, mais cela n'a pas encore affecté les attitudes de la classe politique américaine. Ils restent aussi loyaux et attachés à Israël qu'ils l'ont toujours été. Donc avec le temps, dans 10 ans peut-être, nous pourrions voir un changement. Mais pour le moment, les États-Unis restent aussi engagés envers Israël que jamais. D'accord. Le dossier Epstein, je veux dire, c'est le dossier Epstein sans fin. Donc le FBI, il y a eu plusieurs rapports selon lesquels ils essaieraient frénétiquement de caviarder des noms dans le dossier Epstein. Ma question est, penses-tu que Trump va vraiment censurer tous les républicains et laisser seulement les démocrates? Ce ne serait pas trop évident. Eh bien, on pourrait le penser. Mais plus rien ne me surprend à ce sujet. Les dossiers Epstein vont rester un problème persistant, un problème qui couve aux États-Unis pendant de très nombreuses années. Ainsi, la classe politique est profondément embarrassée par cette affaire. Le problème, c'est que la classe ouvrière américaine en est très en colère. Et donc, on a une force irrésistible face à un obstacle inamovible. Cela va être une bataille énorme. À mon avis, ce qui va se passer, c'est que de plus en plus de ces dossiers vont être discrètement détruits. Eh bien, malgré tout, il y a déjà beaucoup d'informations disponibles. Je veux dire, il y a beaucoup de noms et nous savons à peu près ce qui s'est passé, non? C'est juste qu'il n'y a aucun rapport officiel et aucune responsabilité. D'accord, donc je pense que c'est le plus gros problème. Nous savons ce qu'ils ont fait, mais il n'arrive rien à ces gens. Oui, absolument, je suis d'accord.
J'ai une question. Vous vous souvenez quand Obama se présentait? Il a fait beaucoup de promesses. Et puis, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il est devenu comme tous les autres, vous savez, juste un autre politicien, alors que pendant sa campagne, il paraissait tellement différent. Et c'était la même chose avec Trump. Trump aussi a fait beaucoup de promesses, comme assécher le marais, et maintenant il a complètement changé d'avis sur une question très importante pour beaucoup de gens. La publication du dossier Epstein et la transparence à ce sujet. Pensez-vous que des gens comme Obama et Trump, lorsqu'ils faisaient campagne, trompaient intentionnellement les électeurs? Ou bien étaient-ils sincères à l'époque, voulant vraiment agir, y compris entreprendre de vraies réformes, mais qu'une fois au pouvoir, ils se sont vite rendus compte que c'était un travail trop difficile, qu'il y avait trop de résistance et qu'ils ont simplement fini par se fondre dans le système existant. Je pense que dans le cas d'Obama, il a été cynique et a trompé les gens depuis le début, car il a changé d'avis presque immédiatement. Je veux dire, il lui a fallu si peu de temps pour passer d'un camp à l'autre que je ne peux pas, une seule seconde, croire qu'il ait jamais été vraiment sincère à propos de certaines choses qu'il a dites pendant la campagne. Mais dans le cas de Trump, je pense que c'est plus compliqué, je suis désolé. Mais Trump est un homme très complexe et très peu sûr de lui. Il fait partie de l'oligarchie américaine. C'est un milliardaire, par héritage d'ailleurs, mais aussi grâce à ses relations d'affaires et tout cela. Il appartient à la classe dirigeante américaine. Il a toutes ses connexions et ses amis dans le milieu des donateurs. En même temps, il était en dehors du système. Il a passé la majeure partie de sa vie en dehors du système politique. Il n'avait jamais occupé de poste électif avant de se présenter à la présidence des États-Unis. C'est donc quelqu'un qui est allé à la rencontre des gens à travers le pays. Il fait campagne et agit ainsi. Je pense qu'il est partagé. À un certain niveau, il veut apporter des changements et sous-estime peut-être la difficulté de la tâche, mais en même temps, il ne veut pas de changements si radicaux qu'il remettrait en cause la position de toute la classe dirigeante à laquelle il appartient lui-même. Il y a donc cette tension en Trump. Mais à mesure que les mois passent, c'est le Trump de la classe dirigeante qui l'emportera sur le Trump plus démocratique, si je puis dire. J'ai simplement l'impression qu'il y a un véritable désir de réforme chez le public américain. Je veux dire, en fait, je dirais que cela remonte déjà à l'époque où Bill Clinton se présentait, non? Il venait de l'Arkansas, un outsider. Perçu comme un outsider par rapport à Bush père. Il était jeune, différent et, vous savez, il y avait beaucoup d'espoir et tout ça. Mais bien sûr, cela s'est révélé décevant. Et puis même avec W, il s'est présenté comme un autre type d'homme politique. Les médias disaient que c'était quelqu'un avec qui on pouvait simplement boire une bière, donc pas aussi rigide ou déconnecté que le type traditionnel. Et bien sûr, lui aussi a déçu. Quand Obama est arrivé, je pense que les gens voulaient désespérément quelqu'un de vraiment différent. Mais encore et encore, ils finissent par être déçus, n'est-ce pas? C'est tellement frustrant, vous savez? Eh bien oui, c'est extrêmement frustrant. Je veux dire, cela en dit long sur la véritable nature de la politique aux États-Unis. Vous savez que dit la Constitution? Nous, le peuple des États-Unis, afin de former une union plus parfaite. Cela implique que c'est le peuple qui détient le pouvoir aux États-Unis. Mais nous voyons que la réalité est très différente. Et c'est frustrant. Cela crée un certain degré de dissonance et de dysfonctionnement, car d'un côté, les États-Unis promeuvent à la fois auprès du monde et d'eux-mêmes cette image d'une démocratie, sauf qu'ils n'en sont pas une. Et les pays qui sont aussi dissonants, aussi discordants, deviennent dysfonctionnels et finissent par s'effondrer.
Oui, et il y a une théorie. Le New York Times a publié une série en 5 parties sur la Chine. Je pensais qu'il ferait une véritable analyse approfondie ou quelque chose du genre, mais encore une fois, c'est une déception. En la lisant, j'ai eu l'impression qu'ils ne comprenaient pas vraiment la Chine. Ils disaient toujours que c'était une erreur de supposer qu'une fois que la Chine aurait introduit une économie de marché, des éléments capitalistes, elle deviendrait plus semblable à l'Occident. Mais il s'avère que ce n'est pas le cas. Et ils n'ont jamais analysé pourquoi. Pourquoi la Chine ne s'est pas transformée en une démocratie de type occidental, n'est-ce pas? Parce qu'elle a ses propres problèmes. Eh bien, c'est un problème énorme. Vous avez tout à fait raison. Je veux dire, ils sont aveugles à leurs propres problèmes. Ils sont aussi aveugles à la Chine, en réalité. L'idée que la Chine, qui est le plus ancien pays du monde et la plus ancienne civilisation continue du monde, ce qui est, vous savez, juste un point à souligner, va soudainement se précipiter en disant « Oh mon Dieu, que devons-nous faire? Nous devons cesser d'être la Chine et devenir l'Amérique. » Oui, c'est tout simplement ridicule, en fait. Je veux dire, je n'ai jamais, encore une fois, je dirais cela, c'est peut-être mon côté grec, je n'ai jamais imaginé cela une seule seconde. Oui, mais il y a beaucoup de gens en Occident qui l'ont fait. Je pense qu'en partie, c'est parce qu'ils veulent voir, par exemple, des élections en Chine. Car au fond, ils pensent que les élections sont faciles à contrôler pour eux. Ils peuvent s'y infiltrer, les manipuler et faire élire les personnes qu'ils apprécient, celles qu'ils peuvent facilement contrôler. C'est exactement ce qu'ils veulent. Je veux dire, ils y croient absolument. C'est exactement ce qu'ils pensent. Oui, et ils ne l'admettent jamais. Ils ont dit « Oh, nous avons eu tort d'y croire, mais la Chine n'a jamais adopté notre style de démocratie. » Eh bien, c'est parce que vous voulez contrôler la Chine. Eh bien, ils ne se sont jamais posé une question encore plus fondamentale. Que pensent les Chinois eux-mêmes? Oui. Quel système préféraient-ils? Ce ne sera peut-être pas le système occidental. Bien sûr, c'est impensable aux États-Unis. C'est encore impensable, même après, tu sais, tout ça, après tout ce qui s'est passé. Oui. Oui, on pourrait penser qu'à ce stade, ils feraient un peu d'introspection, une analyse approfondie, et qu'ils essaieraient, mais ils ne semblent pas s'y intéresser. Non, bien sûr que non. L'Amérique en train de faire son autocritique? Impossible. D'accord, très bien, reparlons-en mercredi prochain. Mercredi, je suis là. Tout va bien, nous pourrons parler à ce moment-là. Merci beaucoup, Sophia. Au revoir.